Bonjour à tous et bienvenue sur Hippocast. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Wael. Bonjour Wael. Bonjour. Donc, tu as fini 7e en dentaire à Montpellier, donc bravo à toi déjà, avant de commencer. Merci beaucoup. Et il y a des choses qui sont assez étonnantes dans ton parcours. C'est toi-même, pendant ta propre passe, tu donnais des fois des cours à tes copains qui étaient en passe. Genre, tu consacrais genre 2 heures pour eux. Donc ça, c'est vraiment marrant. Que tu as fait une super remontada dans 3 matières. C'était pendant ton S1, j'imagine, ou c'était pendant ton S2? C'était pendant mon S1 et il y avait aussi 2 matières pendant mon semestre 2. Donc des belles remontadas, ça nous intéresse à fond. Et troisième point, tu m'as dit qu'en période de révision, tu étais en mode down à un moment, tu bossais genre 3 heures par jour max, tu étais en mode extrêmement stressé à ce moment-là. Et donc ça peut arriver à tout le monde et on a envie de savoir comment ça s'est passé et comment tu t'en es sorti. Commençons par le commencement, on veut toujours savoir quel lycéen étais-tu, Wael? Alors vraiment, procrastination, c'était mon deuxième prénom. C'est-à-dire que pendant tout mon lycée, je devais faire des choses, je les faisais pas. Par exemple, des exercices en maths, la prof me demandait de les faire, je les faisais pas. Je me suis fait exclure d'ailleurs une fois en maths justement à cause de ça. Mais c'était vraiment un lycée assez tranquille. J'avais des bonnes notes sans vraiment trop travailler. Je révisais la veille pour le lendemain, des fois même le matin pour un contrôle qui est à 9h ou 10h. Donc j'étais pas trop prise de tête, mais c'est vrai qu'on me reprochait souvent de ne pas assez travailler. Enfin, on me disait, là pour l'instant ça passe, mais plus tard pour les études supérieures, ça va casser. Et ça s'est vérifié ça ou pas? Alors non, parce que je me suis ressaisi entre temps. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac sous Covid, donc c'était du contrôle continu. Et la période entre le bac et la première année de médecine, j'ai vraiment taffé comme un fou. L'idée, c'était d'avoir ma méthode de travail pour que une fois que j'arrive en passe, je sois vraiment prêt pour tout casser, tout simplement. Ah, t'as pris conscience à ce moment-là que ça allait être très chaud pour toi si si tu comprenais pas comment faire pour vraiment être excellent en assimilation, apprentissage, tout ça, quoi. C'est ça. En fait, c'était une discussion avec mon père pendant ma terminale et il m'a vraiment fait réaliser que si je me mettais pas à travailler, si je me motivais pas, j'allais tout simplement pas réussir. Et moi, je voulais vraiment le rendre fier. Je voulais vraiment réussir. Donc c'est ça qui m'a fait un déclic tout simplement et qui m'a motivé à travailler plus. Attends, raconte-nous comment ça s'est passé. Il est venu te voir en disant ouais, Il, tu fais quoi là? Tu crois que t'es un champion, mais tu vas t'écraser? Il t'a dit quoi? C'est ça, c'est ça. En fait, pendant la nouvelle réforme, comme il n'y avait plus la possibilité de redoubler, il y avait plein de terminales santé qui ont commencé à exister. Et il est venu me voir, il m'a dit, Wael, il y a des gens, ils travaillent dès la première, dès la terminale pour se préparer à ce concours. Et toi, t'es là, ton lycée, tu fais pas grand chose, faut se motiver. Et moi, ça m'a fait réaliser, je me suis dit, je vais arriver en passe, sans méthode, sans rien. Alors qu'à côté, il y a un groupe de personnes qui bossent ça pendant 2 ans. Ça m'a fait un peu peur, mais c'était plutôt une peur positive. C'est-à-dire que j'étais là, je me suis dit, vas-y, je veux faire pareil, je veux réussir. Et donc tout l'été, tu t'es mis à bosser? J'ai commencé avant, donc pendant tout je dirais de janvier jusqu'à juin, mais c'était assez tranquille. C'est-à-dire, je faisais un petit cours par-ci, un petit cours par-là. L'idée, c'était de la découverte, m'imprégner de ce monde qui est la santé. Et ensuite, pendant l'été, je me suis mis en mode, vas-y, à 8h, je me lève, de 8 à 12, je travaille, l'après-midi, je fais un petit peu de cours aussi, des petites révisions, et ainsi de suite jusqu'à la rentrée. Ah ouais, d'accord, donc tu fais partie des rares qui vont bosser presque tout l'été, quoi. Ouais. On m'a dit de ne pas le faire parce que je risquais de me fatiguer. J'ai pas du tout Ouais. écouté ça parce que c'est pas ma mentalité. Je me suis dit, le plus je peux faire en avance, le mieux c'est. Donc c'est ce que j'ai fait et ça m'a pas porté préjudice. En vrai, ça s'est fait. J'ai réussi à travailler tout le long du semestre 1. Bon, il y a peut-être eu un petit moment où j'étais un peu dans le down, où j'étais vraiment éclaté, fatigué. Mais au final, ça s'est fait, ça s'est tenu. Et quand tu dis que tu as trouvé ta méthode de travail à ce moment-là, tu avais quoi en tête comme méthode de travail qui existait et comment tu les as mis en place pour t'entraîner dès l'été, quoi? Alors, j'ai commencé par le classique, donc des fiches de cours. C'est-à-dire que je prenais le diaporama du prof et je renotais tout sur une feuille. Donc au départ, je notais vraiment tout, de A à Z, ça me prenait un temps fou. Mais après, je révisais sur cette feuille. Puis après, petit à petit, j'ai commencé à synthétiser, donc j'ai appris à maîtriser les fiches. Mais par la suite, j'ai compris que ça me prenait trop de temps. C'est-à-dire que je faisais cette technique uniquement pour les cours difficiles et les cours qui méritaient justement d'être fichés. Par contre, pour les cours simples, j'avais une méthode totalement différente. C'est-à-dire que j'étais posé, je lisais mon cours et j'essayais de me réciter en tête. Et est-ce que tu as pris une prépa, toi, pour t'accompagner?
J'ai pris une prépa. Donc avec la prépa, j'ai fait le stage de pré-rentrée de mi-août jusqu'à la rentrée. Et ensuite pendant toute l'année. Et est-ce que tu regrettes d'avoir bossé autant pendant l'été ou pas? Pas du tout, vraiment pas. Parce que je l'ai senti la différence. Je l'ai senti ce semestre 1 qui était beaucoup plus léger par rapport au semestre 2, parce que justement j'avais pris de l'avance sur ce semestre 1. C'est-à-dire que niveau classement, niveau galère, niveau mentalité, ça s'est plutôt bien passé. Donc je regrette pas. Ok, c'était un été entre guillemets sacrifié, mais c'était pour la bonne cause parce que maintenant, j'ai ce que je veux, je suis en santé. Ouais, tu peux profiter tranquillement de tes étés, quoi. C'est ça. Quelle était déjà ta méthode d'organisation? Genre, quelle était ta séquence de révision? Est-ce que tu utilisais la méthode des J ou d'autres méthodes? Et ensuite, qu'est-ce que tu faisais la première fois que tu voyais le cours, puis la deuxième fois, puis la troisième fois, etc. Alors moi, je faisais la méthode des J. C'est-à-dire que j'avais un petit tableau Excel où quand je mettais la date du premier cours, ça me calculait automatiquement les prochains J. Donc le J2, le J5, J10, 15, 20, 35, etc. Donc à ce niveau, en termes d'organisation, c'est pas moi qui décidais. C'était le tableau Excel qui me donnait un planning hebdomadaire, qui me disait quoi faire. Maintenant, dans la journée, comment je m'organisais? En fait, j'ai une méthode un peu particulière. C'est-à-dire que je me donne un délai, on va dire par exemple 1 heure par cours. Et dans cette heure-là, j'essaie de faire le cours. Faut que ça respecte ce délai. Et il faut que je finisse le plus tôt possible. Parce que plus je finis tôt, plus ça me laisse du temps libre pour faire une pause. Et moi, comme je suis vraiment addict aux pauses, je voulais avoir le plus de pauses possible. Donc, j'essayais d'être le plus efficace possible, donc réduire ce temps de travail, tout en gardant quand même une certaine qualité de travail pour avoir le plus de pauses à côté. Ensuite, par rapport au J, ma première lecture, c'était tout simplement je surlignais. Tout ce que j'estimais être important, je le surlignais avec un petit code couleur, les titres en violet, les sous-titres en rose, les infos importantes, je les mettais en jaune, et tout ce qui était données chiffrées, je les mettais en bleu. Donc ça, c'était ma première lecture. Ma deuxième lecture, c'était une lecture un peu plus approfondie, où j'allais plus dans le détail. C'est-à-dire que dans ma première lecture, j'apprenais tout ce qui était squelette du cours, grand 1, grand 2, grand 3. Dans ma deuxième lecture, j'allais un peu plus dans le détail. J'apprenais des mots-clés dans le grand 1, des mots-clés dans le grand 2, des mots-clés dans le grand 3. Puis après ma troisième lecture, j'apprenais encore plus de détails, ce qui faisait qu'en soi, mes lectures étaient assez courtes, puisque au final, j'apprends pas beaucoup. Je fais que réviser ce que j'avais appris la dernière fois, plus apprendre un petit peu plus. Toi, tu avais besoin de ne pas passer trop de temps déjà par cours, sinon tu devais te lasser, j'ai l'impression. Et que tu n'arrivais pas... Ouais. Un peu, c'est une méthode Pomodoro, mais sur 1 heure, quoi, ou 50 minutes, on va dire. À peu C'est près. ça. 50 minutes, 55 minutes de travail, puis 5-10 minutes de pause, etc. etc. Ah ouais, c'est assez marrant. Et en fait, on pourrait imaginer qu'au début, tu as ta structure générale, et petit à petit, tu rajoutes les petits détails, ce qui fait que après tu comprends bien tu as le cours avec les niveaux de détails pernicieux qui peuvent tomber le jour du concours. C'est ça, en fait, c'est comme un arbre, en fait. J'ai le tronc, et plus je révise mon cours, plus il y a des feuilles qui commencent à se rajouter petit à petit, jusqu'à avoir un arbre qui est totalement fleuri. C'est beau ça, c'est beau. Bon, alors, à l'heure où on enregistre, on est en plein hiver, mais du coup, ça nous donne envie d'arriver au printemps. Merci beaucoup pour cette note poétique. À quel moment tu commençais à t'entraîner avec des QCM? Dès la deuxième lecture, je commençais avec quelques petits QCM parce que à la prépa, il y avait des tests qui étaient assez fréquents. Donc forcément, il fallait que je puisse être prêt pour ces tests. Mais après, les QCM, tout ce qui était ED des profs, je les faisais pendant le mois de révision. Tout ce qui était QCM du tutorat, pareil, pendant le mois de révision. Donc je sais pas vraiment si c'est une bonne idée, mais moi, ce que j'ai préféré de faire, c'est tout laisser au mois de révision pour vraiment valider mes connaissances. Ah ok, je dirais que c'est un peu couillu comme ça d'extérieur, parce qu'en fait tu aurais pu très bien te voiler la face en pensant que tu as bien appris, mais finalement tu étais incapable de répondre à une question, enfin au QCM parce que c'est quand même particulier, et tu t'es pas posé cette question-là, tu t'es dit de toute façon c'est comme ça que je fais, et puis à la prépa ça va à peu près. Justement, donc, c'était au vu des résultats des tests à la prépa, justement, comme j'avais des bonnes notes, je me disais que j'avais bien appris. Maintenant, si j'avais une note catastrophique, c'est là où j'étais un peu alarmé, où je me disais, ok, faut se ressaisir, va falloir faire plus de QCM. Est-ce que tu peux nous détailler une journée type, un lundi par exemple? Ok. Tu te lèves à quelle heure? Tu commences par quel type de cours, etc., etc. Faut savoir que je suis très matinal et surtout que je déteste travailler le soir. Donc, ce que je faisais, c'est que je me levais à 5h30, 6h du mat. Je commençais par un petit cours. Bon, après ma toilette et mon petit-déj, je faisais un petit cours. Puis ensuite, j'allais à la fac de 8 à 12. Donc, il y avait les cours en amphithéâtre plus les cours à la prépa.
La pause midi, je me donnais 1 heure, 1h30 maxi. Puis l'après-midi, c'était le moment où je bombardais, c'était le moment où j'étais le plus efficace. Donc de 13h jusqu'à 20h, j'enchaînais des petites sessions de travail d'1 heure. Et après, à 20h, D'accord. j'arrêtais. 20h, j'arrêtais. J'avais 2 heures pour moi, 2 heures où je mange, je regardais une série, je profitais avec mes amis ou avec ma famille. Et à 22h, j'allais dormir. Et c'était comme ça du lundi au lundi, ou il y avait des moments un petit peu plus de pause le week-end? Alors, c'était comme ça du lundi au vendredi. Et le week-end, c'était un petit peu plus intensif. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller à la fac le matin, en fait, au lieu d'aller à la fac le matin, où il y a par exemple 4 heures de CM à écouter un prof, bah moi, ces 4 heures-là, je faisais mes sessions de travail et j'essayais d'être le plus efficace possible parce que je savais que c'était le matin où j'étais le meilleur. Et je me laissais pas moins de temps le week-end parce que justement, je me laissais 2 heures par soir tous les soirs. Je me disais, entre choisir de libérer une demi-journée dans la semaine ou plutôt toutes mes soirées dans la semaine, je préfère largement avoir toutes mes soirées. Tu te reposes de manière plus rapprochée et donc tu es moins fatigué rapidement, peut-être, hein? Oui, c'est ça. C'est pour ça, ouais. J'aime bien, parce que c'est vrai, quand on est en passe, on est totalement... on dit des choses qui sont totalement contre-intuitives. Donc, ce que tu dis du lundi au vendredi, c'est comme ça. Et le week-end, j'en profitais pour accélérer. Normalement, tu dis, j'en profitais pour prendre une demi-journée ou faire une grasse mat. La passe, ça nous retourne le cerveau. Faut pas chercher de logique. Donc, toi, si je comprends bien, donc t'aimais bien aller écouter le cours du prof. C'était important. Non. Parce que justement, j'étais obligé d'y aller. Parce que c'était le cours du prof, en fait. Faut savoir que la prépa donnait 2 heures de cours tous les matins. Et moi, comme j'habite loin, je pouvais pas me permettre de venir juste pour 2 heures. Donc je venais pour 4 heures, je faisais les 2 heures à la prépa, et je me rajoutais 2 heures à la fac. Mais je vais pas te mentir, Constantin, ces 2 heures-là à la fac, je sortais un autre cours, je le bossais vite fait, et j'écoutais pas vraiment le prof. Ouais, tu voulais rentabiliser le temps de trajet, quoi. C'est ça. Ah, ça, c'est un gros problème qui revient souvent chez les étudiants. C'est les trajets pour aller à la prépa, tout ça. Quand t'habites pas vraiment à côté, c'est une perte de temps. Et les cours, ils étaient bien ou pas à la prépa? Oui. Franchement, j'ai bien aimé. C'était des cours qui étaient bien rédigés de A à Z et c'était ça dont j'avais besoin parce que je sais pas écouter un prof. Pendant toute ma scolarité, je faisais pas de prise de notes, je savais pas comment faire. Donc le fait que la prépa puisse proposer directement un PDF, une feuille A4 où tout est noté dessus, c'était vraiment ça que j'avais besoin, dont j'avais besoin. Mais si t'avais juste eu la feuille A4 sans écouter, c'était aussi bien ou pas? Franchement, oui. Mais il y avait rien qui proposait ça. Donc, quitte à mettre le tarif, je l'ai mis justement pour avoir cette feuille A4. Ça fait cher la feuille A4. Ça fait cher la feuille A4. Ouais, mais après, c'est des belles feuilles. Tu peux en faire du brouillon maintenant. Non, mais très bien. Mais c'était... Ouais, donc toi, tu voulais avoir les feuilles A4. Ils te donnaient, j'imagine, des polycopiés. Ou c'était format physique, c'était pas en digital, sinon tu l'aurais téléchargé de chez toi, j'imagine. Ouais. Très très bien. Juste pour savoir, t'es arrivé 7e, est-ce que les concours blancs qui ont été donnés par ta prépa étaient bien représentatifs de ton classement final? En fait, mes tests à la prépa étaient plutôt bons. Et le truc, c'est que j'ai bien stressé, j'ai très stressé pendant le partiel et ça m'a fait un peu chuter. Donc... je dirais que j'ai moins bien fait au partiel que ce que je faisais d'habitude pendant mon année. Et oui, c'est clairement très représentatif. Puis du coup, j'ai l'impression que si t'es sujet au stress, c'est que c'était important que tu t'entraînes en mode examen, quoi, un petit peu avant. Oui. Tu vois un peu ce que c'est. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Vous êtes combien en passe, en tout cas à ton année, à préparer? Et combien était le numérus apertus? Alors, on était 1800. Et en termes de numérus, en médecine, il y avait 170 places. En dentaire, il y en avait 29. Pharma, il y en avait à peu près 190. Et après, sage-femme et kiné, il y en avait dans les 40. Ah, il y a beaucoup de pharma à Montpellier, dis donc. Ouais, grosse communauté de pharmaciens. Le pourcentage de réussite, c'est 10% en médecine. Et ça doit être à peu près pareil en dentaire. Ça doit pas être loin de ça, j'imagine. On va dire 10-15%, quoi. Donc c'est une fac très sélective. Ouais. Donc arrive le moment de la période de révision. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu ce moment-là et... Non, excuse-moi. On va d'abord parler de tes potes à qui tu donnais des cours. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire que j'imagine du coup que tu travaillais en groupe. C'était des potes de ta prépa?
J'imagine aussi. Raconte-nous un petit peu tout ça, comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu leur as apporté, est-ce qu'ils ont réussi grâce à toi, et qu'est-ce que ça t'a apporté toi? Alors déjà, faut savoir que c'est des potes de la fac que j'ai rencontrés à la fac quand j'allais de temps en temps en CM écouter des profs. Et en fait, ce qu'on a commencé par faire, c'était un groupe WhatsApp où chacun posait ses questions et tout le monde y répondait. Donc c'était une petite entraide, un peu numérique, parce que chacun bossait de son côté. Et si vraiment on avait une question, on la posait sur le groupe. Ensuite, il y avait des personnes, c'était des potes qui étaient assez proches de moi, qui avaient besoin d'aide, par exemple en biophysique au semestre 2. Et là, ce que j'ai fait du coup, c'est que on s'est réservé un petit créneau comme ça à la BU, donc 1h30, 2h. Et je lui ai expliqué le cours de A à Z sur, par exemple, le cours des ondes. Je lui ai expliqué. Donc, d'un côté, elle, ça l'aide, tout simplement parce que c'est des explications en plus. Mais de mon côté, en fait, ça m'aide aussi. C'est-à-dire que ma mentalité, c'était que la personne qui maîtrise le cours, c'est pas le major de promo, c'est le prof. Et la différence entre l'étudiant excellent et le prof, c'est que le prof enseigne. Donc pour moi, la manière de maîtriser un cours, c'est qu'il fallait que je puisse être capable de l'enseigner. Si j'étais capable de l'enseigner, c'est que je maîtrisais ce cours. Quelle masterclass. Et t'as tout à fait raison. Non, c'est brillant ce que tu dis. Donc, trouvez-vous des amis imaginaires, au pire, si vous avez personne à qui expliquer un cours. Ça le fait aussi. Il y en a qui le font à l'oral, un ami imaginaire, et ça marche aussi. Tu le faisais, toi, du coup, cette technique-là, même s'il y avait personne? J'ai essayé de le faire. Je le faisais de temps en temps, mais c'est pas vraiment un truc que je faisais très fréquemment. Mais par contre, c'est un truc que je conseille aux passes, c'est de pouvoir expliquer un cours. Si tu sais expliquer un cours, c'est que tu maîtrises ce cours. Et j'irai même un peu plus loin. Il faut pouvoir savoir expliquer le cours comme si tu l'expliquais à un enfant de 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut utiliser des termes très simples parce que le cerveau, plus c'est simple, mieux il le mémorise et mieux il le comprend. Donc si tu sais l'expliquer à un gamin de 5 ans, c'est que tu maîtrises vraiment ton cours à la perfection. Je pense que c'est un très très bon conseil. Tu penses que tu es capable, à quel moment dans ta séquence de révision, genre il faut que tu aies vu au moins 3 fois le cours pour pouvoir commencer cet exercice-là, ou tu peux le faire dès la première fois ou la deuxième fois? C'est-à-dire au début, tu dis pas grand-chose, mais tu t'en rends compte aussi, ça te permet de te tester et t'avances petit à petit comme ça. En fait, ça dépend beaucoup des cours. Il y a des cours qui sont assez simples à assimiler. Dans ce cas-là, tu peux les expliquer assez rapidement. Il y en a d'autres qui te demandent beaucoup plus de temps. Donc rien que le comprendre toi-même, ça te demande plusieurs lectures. Et après l'expliquer à quelqu'un d'autre, ça te demandera aussi des lectures supplémentaires. Combien de fois tu voyais un cours, toi, en moyenne, avant le concours? Avant le mois de révision, j'essayais 6-7 fois. Et pendant le mois de révision, j'essayais de le revoir 2 fois de plus. En fait, j'ai une mémoire qui est très courte. C'est-à-dire que j'apprends rapidement, mais j'oublie vite. Donc il fallait vraiment que je le revoie très 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 souvent. T'es en train de me dire que si tu devais repasser le concours là, tu serais dans les derniers? Non. Dis-toi, l'année dernière, quand j'étais en P2, je me suis dit, vas-y, je vais faire une petite colle du tutorat, je vais voir ce que ça va donner. J'ai pas eu la moyenne, hein. Ah ouais, j'imagine. Il y a tellement d'informations à retenir que ça doit diminuer très vite, quoi. Si tu te restimules pas, c'est chaud, quoi. Ouais, totalement. Enfin. Donc 9-10 fois, on va dire, en moyenne avant le concours. Mais ça, c'est un nombre qui revient assez souvent, entre 8 et 10 fois, quoi. En tout cas, pour ceux qui font la méthode DJ. Ceux qui font pas la méthode DJ, peut-être que certains ont besoin de voir un peu moins de fois les cours, mais ils passent beaucoup plus de temps à chaque fois et ils arrivent à le retenir bien. Ça dépend vraiment des mémoires. C'est assez étonnant. La méthode DJ, ça marche très bien sur sur les matières par cœur, mais quand même assez peu pour les matières à compréhension, type biostat ou autre. Est-ce que tu avais une autre méthode pour ces matières? Alors justement, je me suis fait avoir par ça. C'est-à-dire que j'ai continué la méthode DJ sur la biophysique et la biostat. Et au final, j'ai remarqué que au niveau QCM, j'étais pas bon du tout. Je maîtrisais le cours. Le cours était connu. Mais par contre, dès que j'étais devant un exercice et qu'on me donnait un énoncé à rallonge, j'étais incapable de le faire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tous les soirs, je me suis donné un créneau de 2 heures où je faisais que des exercices sur ça. Je les enchaînais. Et au final, la réalité, c'est que les profs, ils innovent pas. Les profs, ils font toujours la même chose. C'est toujours le même type de QCM et d'exercice. La seule différence, c'est les données, tout simplement. Les chiffres changent, mais la forme de l'exercice reste la même. Ah ouais, c'est intéressant. Ça, tu savais pas que ça marchait pas la méthode DJ pour ce genre de matière? Non.
Ah. J'ai l'impression, dans la façon dont tu dis les choses, que les matières à par cœur, c'est plus du S1 et les matières à compréhension, plus du S2, c'est ça? Ou je C'est rêve? ça. Non, j'ai bien C'est ça. compris. Ok. Semestre 1, c'était uniquement du par cœur. Semestre 2, il y avait un peu de par cœur, mais c'était essentiellement de la logique et de la compréhension. Ok, donc deux façons totalement différentes d'aborder le concours, quoi. C'est ça. Ok. Donc maintenant, on va enfin arriver à la période de révision du semestre 1. Et raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé et comment est arrivée cette phase un petit peu de burn-out, entre parenthèses, même si c'était quand même un début. Hein. Franchement, ne pas réussir à bosser plus de 3 heures, c'est quand même assez chaud. Une petite étincelle en plus et fait que tu peux totalement déraper. Et comment c'est arrivé? Comment tu l'as... t'as su gérer ça et rebondir? Ok. Alors déjà, je vais t'expliquer un peu comment je me suis organisé. On avait un mois de révision avant le partiel. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais le diviser en deux. 2 semaines et 2 semaines. Dans la première partie, je revoyais tous les cours, je faisais un tour de programme complet. Et la deuxième partie, je faisais la même chose, c'est-à-dire un tour de programme qui sera aussi complet. Donc la première partie, ça sera une consolidation des connaissances, vérifier que tout est maîtrisé. Et la deuxième partie, ça sera vraiment une vérification pure, plus des QCM. Donc c'était ce sur quoi je me suis lancé. Et le problème, c'est que ça commençait à faire trop. Ça faisait trop longtemps que j'étudiais ces cours, et pendant une semaine, j'étais tout simplement plus là. Pendant une semaine, je travaillais plus beaucoup. Quand à côté, je travaillais des 10 heures, 11 heures, voire même 12 heures par jour, là, je travaillais des 3-4 heures maximum. Et je l'ai pas pris comme une fatalité, parce que dans ma tête, je me suis dit, ok, Wael, t'as travaillé tout un semestre, on n'est pas à une semaine près. Donc je me suis dit, c'est pas grave, t'inquiète, tu vas y arriver. Pour l'instant, travaille le strict minimum, ne te force pas, laisse-toi récupérer. Donc pendant une semaine, j'ai récupéré, et la semaine d'après, je me suis dit, ça y est, lundi, on reprend à 10-12 heures par jour. Qu'est-ce que tu faisais du coup dans ta journée? J'étais sur mon téléphone, je regardais des séries, vraiment ce qu'il ne faut pas faire, mais j'essayais d'oublier mes cours. J'essayais de, tout simplement de récupérer et de faire autre chose que travailler. Ok. Pourquoi tu dis qu'il faut pas le faire? Parce que c'est vrai qu'on le dit tous, ça. Il faut pas, si tu fais tes pauses, fais une vraie pause, ne sécrète pas ta dopamine, ça sert à rien, tu vas être en phase down après. Et finalement, toi, tu l'as pas fait, ça marchait quand même. Le téléphone, ça repose pas. Ça repose pas. C'est mieux de faire une sieste, méditer, lire un livre, sortir, faire autre chose, mais rester sur son téléphone. En vrai, maintenant, à y repenser, peut-être si j'étais pas sur mon téléphone, ça n'aurait pas duré une semaine, mais peut-être moins. J'aurais peut-être récupéré plus rapidement. Ça s'appelle la charge allostatique. La charge allostatique, c'est tous ces stimuli comme ça de stress, ça te fait sécréter des trucs et donc tu t'engranges ça. Ça, c'est pendant ton semestre 1, tu stresses. Et à un moment, les pauses, c'est fait pour diminuer ça, pour que tu te ressentes bien et que tu repartes de bon pied. Et sauf que le téléphone, ça t'empêche de bien diminuer cette charge. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis. Tu l'as bien exprimé. Donc une semaine, mais en fait tu t'écoutes bien et t'as bien fait, je pense. T'as un beau pari. Et la deuxième partie du coup de ta période de révision, comment ça s'est passé? Alors du coup, la deuxième partie, comme je te l'ai dit, j'ai laissé tout ce qui était vérification des connaissances et QCM et ED. J'ai fait des annales aussi. C'est vrai que ça fait un peu tard pour des annales, mais je me suis dit je vais les faire vraiment au dernier moment. Comme ça, mémoire court terme, je retiens les items qui reviennent le plus souvent. Et ça a plutôt bien payé. Honnêtement, j'étais plutôt content de ce que j'ai fait. Je pouvais pas faire mieux. J'ai fait le maximum possible, donc j'avais 0 regret. Et puis voilà, en vrai, à part ça, à part le moment de down durant cette petite semaine dans ce mois de révision, ça s'est très très bien passé quand même. J'avais aussi listé tous les cours, de A à Z pour chaque matière. J'avais mis le cours, ED, séance tutorat, séance prépa. Et je devais revoir la totalité de ces choses. Et une fois que j'avais fait, je faisais une petite, je cochais en mode c'est fait. Et l'objectif c'était de tout faire. Du coup, t'as pris quand même des QCM, tout ça de tutorat et des supports aussi de cours, c'est ça? En fait, le tutorat c'était aussi pour me motiver. C'est-à-dire que je faisais pas leur séance, mais je faisais les cols par exemple. C'est-à-dire que j'allais à une colle, je la faisais, je la préparais, et ça me motivait dans le sens où j'avais des très très bons classements dans ces cols. C'est-à-dire que pour le tutorat, en biocell par exemple, j'ai presque tout majoré. Donc je le voyais plus comme un boost de motivation. Si par exemple je suis un peu dans le down, j'ai pas trop envie de travailler, tant pis, c'est pas grave. Ce soir j'ai la séance au tutorat, j'ai le classement le lendemain et je me remotive avec ce classement qui me motive franchement très très bien.
D'accord, très bien. Il y avait combien de personnes qui faisaient ces calls? On était dans les 300-400 à les faire. Et quelle était la proportion d'étudiants qui prennent prépa à Montpellier? Pardon. Je dirais une personne sur 4. Il y a quand même beaucoup de personnes au tutorat. Les prépas sont quand même relativement chers à Montpellier. Donc là, à vue d'œil, je dirais une personne sur 4. Et dernière question sur les prépas, tutorat, tout ça. Est-ce que si Ouais. c'était à refaire, tu reprendrais une prépa? Ouais. En vrai, oui, parce que ça m'a donné une certaine structure, un certain planning à respecter. C'est-à-dire que, je vais donner un exemple. Au semestre 2, à la fac, les 2 premières semaines du semestre 2, c'est que de la physique. C'est-à-dire qu'on a 14 heures de physique, c'est énorme. La prépa, elle a préféré tout répartir sur tout le semestre. C'est-à-dire qu'elle nous faisait 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures jusqu'à la fin. Donc ça te donnait vraiment un rythme à suivre. Et ce rythme-là, franchement, je l'ai plutôt bien intégré et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi. Je veux dire, ouais, ceux qui sont pas à la prépa, ils ont pas eu ils ont bouffé de la physique beaucoup au début, puis après, et c'est chaud pour eux, quoi. C'est ça. C'est un Trop exemple d'un de coup, pourquoi et après, faut garder les révisions quand même à côté. Ouais, pas facile. Très bien, ok. Comment ça s'est passé le concours Aïe, aïe, du aïe. S1? Alors, la première journée, c'était les 2 plus grosses matières. C'était la chimie et la biocelle. Et j'ai commencé par la chimie. Donc, dans ma tête, tout allait bien. Mais le problème, c'est que, une fois que j'ai commencé l'épreuve, j'ai commencé à stresser. Il y avait des négations que je voyais pas. Par exemple, il y avait aussi un exemple, c'était un exercice où il y avait une molécule. Je sais plus trop c'était quoi la molécule, mais en tout cas, cette molécule, elle avait 3 oxygènes. Et j'ai fait tout l'exercice comme s'il y avait 4 oxygènes. L'exercice était juste, mais pas avec la bonne molécule. Oh merde. Mais bon, ça, Ils t'ont saqué là pour ça? cette première matière, elle m'a vraiment bien démoralisé parce qu'en fait, c'est frustrant parce que je connais, mais le stress a fait en sorte que je me suis trompé sur des petites erreurs d'inattention, des erreurs un peu débiles, j'ai envie de dire. Et en vrai, c'était ça, quoi. C'était le stress. Ouais, pas facile ça, hein. Ensuite, Ok. l'épreuve d'après, c'était plutôt pas mal. Je me suis assez ressaisi. Je me suis plutôt bien ressaisi d'ailleurs. Donc j'étais assez confiant et le lendemain aussi pareil, il y avait plus du tout de stress. C'était une journée assez chill malgré qu'il y ait 4 épreuves, c'était des épreuves, je savais que je maîtrisais ces cours. Donc ce que je connaissais a été retranscrit dans mes copies, donc j'étais assez content. C'est toi qui as fait le sujet? J'aurais aimé, franchement j'aurais aimé. Et qu'est-ce que tu as changé au semestre 2 par rapport au semestre 1 en méthode de travail? Du coup, j'étais parti sur la même méthode de travail, et c'était la méthode des J, et j'ai vite compris qu'il fallait changer ça. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup plus d'exercices, je passais moins de temps sur les cours et plus de temps sur des QCM, et au final, ça s'est plutôt bien passé, ça a plutôt bien payé aussi. D'accord. Et tu m'as parlé au début de notre entretien, avant qu'on enregistre, que tu avais fait de belles remontadas dans 3 matières. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu quelle matière c'était et qu'est-ce qui a fait que tu as progressé comme ça? Ok, alors au semestre 1, il y avait une matière, c'était l'UE2, génome génétique. Je te mens pas, je comprenais rien du tout. Vraiment, c'était du chinois pour moi. Je voyais ARN, ARNT, c'était vraiment incompréhensible. Et dans ma tête, c'était ok, c'est bon, tant pis, c'est CoF3. À côté, il y a du CoF10, je bosse le CoF10 et j'arrête le CoF3. Bref, je commence un peu à démoraliser et un peu à abandonner. Puis à un moment, je me suis dit, Wael, c'est pas toi. Toi, t'as toujours persévéré, donc là, tu vas persévérer. C'est-à-dire que cette matière-là, malgré qu'elle soit avec un petit CoF, je l'ai bossé à fond. J'ai testé, j'ai continué jusqu'à comprendre. Et ensuite, j'ai fait pas mal d'exercices, pas mal de QCM, jusqu'à vraiment la maîtriser. Donc, je suis passé d'une matière où j'avais pas la moyenne à une matière où j'ai fait top 2 au classement. Waouh! Et comment t'as fait pour bien la comprendre? Est-ce que t'es allé chercher d'autres contenus, genre j'ai une bêtise sur YouTube ou quoi, pour des concepts, ou t'es resté que sur tes supports et t'as pas quitté tes supports? Ou t'as En fait, demandé à des profs, j'en sais rien. c'est bizarre à dire, mais quand tu lis une fois et que tu comprends pas, peut-être la deuxième fois ou la troisième fois, tu vas comprendre. C'est à force de relire que tu commences à cerner quelques petites subtilités. Peut-être que tu n'avais pas compris une petite notion au début qui fait que tu comprends pas le reste. Et une fois que tu as compris cette petite notion, forcément tout le reste devient compréhensible. C'est vraiment à force de persévérance, retester, retenter. Et au bout d'un moment, ça y est, tu comprends. Ok. C'est en fait, tu t'es resté à la première lecture et t'as bloqué, quoi. T'as fait un blocage. C'est ça, Tu t'es dit, je totalement. comprends rien, j'aime pas, ça fait chier.
Totalement. Après, c'est vrai que les QCM aussi, ça t'oriente. Les QCM aident à comprendre aussi. Parce que tu vois ce que le prof demande et ce qu'il recherche. Et une fois que tu as compris ça, une fois que tu reviens sur ton cours, tu cernes beaucoup mieux la notion. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais bien qu'on aborde et qu'on n'a pas abordées? Là, tout de suite, peut-être en termes de mindset mental, préparation Ouais, mentale, vas-y, go. parce que, en fait, la passe, c'est un marathon. Et pour se préparer à un marathon, il faut un conditionnement physique, il faut se préparer en termes de, j'ai envie de dire muscler ton cerveau, en termes de connaissances, mais aussi en termes de motivation. C'est-à-dire qu'ok, t'apprends tous les cours, mais si dans ta tête, tu pars avec une mentalité de défaitiste, en mode, je vais pas y arriver, bah forcément, tu vas pas y arriver. Et moi, je l'ai très bien assimilé, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, c'était pas, est-ce que je vais réussir, oui ou non, c'était, est-ce que je vais avoir médecine ou dentaire. Rien que là, j'imaginais pas la défaite. Pour moi, j'allais réussir, je devais réussir. Et j'essaie de me motiver. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'école du tutorat, c'était là pour me motiver. Je me motivais aussi en termes d'ambition. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je voulais être major. Parce que je savais que si je voulais juste être dans le numérus, j'allais fournir un travail, on va dire, à ce niveau-là. Alors que si j'avais la motivation d'être premier, j'allais fournir un travail forcément supérieur. Et ça me fait penser à une citation de George Orwell, je crois, qui dit « Il faut viser la lune, comme ça même en cas d'échec, tu finis dans les étoiles ». Bah moi, je visais la première place, comme ça même en cas d'échec, bah, je finissais dans les étoiles. Et tu as fini dans les étoiles. Est-ce qu'il y a d'autres aspects ou des conseils que tu voudrais donner que toi, tu n'as pas forcément eu et qui pourraient vraiment être utiles? Tout à l'heure, je disais qu'il fallait être ambitieux, mais il faut aussi ne pas trop l'être. C'est-à-dire que dans une journée, quand on prévoit un planning, il faut pas non plus qu'il soit trop chargé. À quoi bon mettre 12 cours, sachant que dans la journée, tu vas en faire 6? En fait, quand dans ton planning, tu mets 12 cours et que tu en fais 6, la finalité, c'est qu'à la fin de la journée, tu es déçu. Tu voulais faire plus, mais t'as pas fait plus. Maintenant, imaginons un autre cas de figure. Dans ta journée, tu as prévu 6 cours dans ton planning, et au final, t'en fais 6, bah à la fin de la journée, t'es content. Maintenant, un dernier cas de figure, si t'as prévu dans ton planning 3 cours, et qu'à la fin, t'en as fait 6, bah tu seras encore plus content. La finalité, c'est la même. Dans la journée, t'en as fait 6, mais dans la forme, bah t'es beaucoup plus content quand t'as prévu moins que quand t'as prévu trop. Donc, faut être ambitieux, mais pas trop non plus. Ouais, mais par exemple, toi, tu disais, en 1 heure, je fais un cours, j'ai 12 heures de travail, je fais 12 cours. Donc comment tu pouvais dire, j'en prévois que 6, et puis au final, j'en fais 12 et je suis content? Tu te mentais à Bah, toi-même en disant, bah justement, imaginons de 8 à 9, je fais mon cours, et que après je suis vraiment fatigué, j'ai pas envie de travailler, bah j'allais pas m'obliger à le faire. C'est-à-dire que je pouvais sauter une petite session de travail pour faire la suivante. C'est-à-dire que dans mon planning, j'ai prévu quelques matières. Imaginons dans mon planning, j'en ai prévu 6. Bah, je sais qu'il me reste encore 6 potentiels créneaux que je vais rajouter après. Et dans ma tête, c'est vraiment, j'ai rajouté des cours en plus, c'est que j'ai été efficace. Donc, je vais potentiellement réussir. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un cours que tu devais faire, je dis vraiment une bêtise, le cours sur la transcription, parce que j'ai l'impression que c'est un cours que tu aimais bien. Ah, totalement. Ce cours-là, tu le disais, je le mets au lendemain, ou je le mets, ou je saute carrément un J, ou pas. Comment tu faisais pour le supprimer? Il existait plus d'un coup, ou tu le décalais? Je le décalais. Je refusais de supprimer un cours, sauf si vraiment c'était un cours qui était maîtrisé. Si par exemple, là tu me dis transcription, si à côté il y avait le cours d'atomistique, un cours que tout le monde maîtrise puisque c'est un des premiers cours, bah je préfère supprimer le cours d'atomistique et garder le cours de transcription qui nécessite plus de travail forcément. Ok, d'accord. Donc en fait, donc sur ton planning, t'as tes listes enfin t'as ta to-do quoi, un peu. Et donc si jamais t'as pas le temps, pas de stress, tu les décales. Tu les passes au C'est jour ça. d'après ou au surlendemain ou quand t'as un creux. Ok. Ouais. Mais dans tous les cas, je voyais pas trop gros. C'est-à-dire que dans mon planning, je savais que j'allais finir. Et ensuite, à la fin, une fois que j'ai fini ce planning, je rajoutais des petits trucs en plus. Ah, et comment tu les sélectionnais, ceux-là? Bon, c'était beaucoup au feeling. Si par exemple, je finis à 18h et qu'il me reste encore 2 heures de 18 à 20h et que je suis fatigué, je vais pas me mettre un cours de transcription comme tu le dis. Je vais plus mettre de l'atomistique.
Le mec était fort en Après, note mystique, j'ai l'impression. après, c'est aussi selon l'organisation de la fac et de la prépa. Si la prépa prévoit un contrôle, forcément, j'allais plus réviser les cours qui étaient au contrôle. C'est-à-dire que dans ton planning, il y avait ta méthode DJ, en fait, stricto sensu. Mm. Mais par contre, si tu avais, un contrôle à un moment, on va dire, mais t'étais pas assez prêt pour un cours donné et que ça passait au contrôle de la prépa, tu te remettais une petite session. Ouais, c'est ça. J'hésitais pas à rajouter des séances en plus, des révisions en plus. Et ça, tu le calais un petit peu au feeling, ça, j'imagine. C'était beaucoup au feeling. Et franchement, je me suis dit, quand d'un côté j'ai une organisation carrée, nette et précise, je peux m'autoriser à avoir un peu de feeling à côté. Ok, ben un grand merci. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour tes propos clairs, concis, qui apportent beaucoup de valeur. Et en tout cas, croyez en vous, vous allez réussir. Et à bientôt, Mer- salut. Merci beaucoup, Constantin. À bientôt. Ciao.